Il y a de cela près de 100 millions d'années, un astéroïde de 8 à 10 km allait heurter notre Lune de plein fouet, changeant à jamais son visage. 100 millions d'années plus tard, un satellite d'un bon 600 kg heurtait un astéroïde à 24 000 km par heure, à plus de 11 millions de kilomètres de la Terre. Et si je vous disais que ces deux impacts ont un lien, et encore mieux, qu'ils peuvent aider à comprendre la formation du système solaire. Si ce sujet vous intéresse, je vous donne rendez-vous juste après le générique et juste après vous avoir invité à vous abonner pour une nouvelle dose d'espace. Pour commencer cet épisode, j'aimerais vous présenter un cratère. Bon, je vous l'accorde, des cratères dans le système solaire, il y en a des quantités assez phénoménales. En fait, sur les 40 principaux objets du système solaire, nous en avons recensé 5223. Et encore, notez que ce nombre est très probablement largement sous-évalué. Alors, je dois vous avouer que la tentation est forte de les nommer un par un, mais pour votre santé psychologique comme la mienne, je vous propose de ne s'attarder que sur celui qui nous intéresse pour cet épisode. Et pour ça, il suffit de regarder la Lune. Le cratère avec lequel je voulais commencer cet épisode, vous le connaissez peut-être déjà. Tycho, cratère qui tient son nom de l'astronome danois Tycho Brahe, est l'un des cratères les plus jeunes et visibles de notre satellite. Âgé d'environ 108 millions d'années, il est le fruit de l'impact d'un astéroïde d'une petite dizaine de kilomètres tout au plus. D'un diamètre de 85 km, il est profond de près de 4,8 et, de par sa situation sur la face visible de la Lune et sa taille assez imposante, il est l'un des cratères les plus visibles et de ceux que vous pouvez même aisément voir à l'œil nu. Mais ce qui est le plus important avec Tycho pour cet épisode, ce n'est pas vraiment sa taille ou sa position. Vous remarquerez assez aisément que différentes lignes semblent partir de ce cratère, parcourant plusieurs centaines de kilomètres parfois. Ces formations, que l'on désigne souvent comme des rayons, sont assez courantes autour du cratère, mais également autour de beaucoup d'autres cratères dans le système solaire, que ce soit la Lune, Mars, Mercure et bien d'autres. Mais bref, gardez la notion de rayon de cratère dans un coin de votre tête, car elle reviendra d'ici quelques minutes. Sur ce, revenons un peu dans l'actualité. Vous n'aurez probablement pas raté l'info, mais ce 27 septembre vers 1h14 du matin, la mission DART s'écrasait avec succès, ça fait bizarre de dire cette phrase, sur Dimorphos, petite lune de l'astéroïde Didymos. Mais cet impact n'allait pas se faire sans témoin. Le principal, cela allait être Lycia Cube, un petit CubeSat italien séparé de DART une dizaine de jours plus tôt, dont l'objectif était d'observer l'impact. Et justement, nous avons déjà eu droit à plusieurs photos de cet impact envoyées par le petit CubeSat, et, malgré une qualité relativement moyenne, il faut bien avouer que ces images sont à couper le souffle. Mais au-delà d'être assez agréables à regarder, ces images montrent aussi autre chose. Vous voyez ces structures en forme de filament? Eh bien, elles sont tout simplement, comme vous pouvez vous en douter, des poussières et cailloux éjectés par l'impact. Mais justement, là où ça devient intéressant, c'est dans l'existence même de ces structures. Car c'est idiot, mais en général, les structures d'éjecta formées par des impacts sont assez uniformes. Or, ici, dans la structure principale, toute la matière éjectée dans son ensemble donc, on voit bien apparaître des filaments et zones plus denses et d'autres plus discrètes, où la matière est quasiment absente. Et ce qui est intéressant,
c'est que de pareilles figures avaient déjà été remarquées, dans une moindre mesure, je vous l'accorde, lors de l'utilisation, pour la mission Hayabusa 2 et sa collecte d'échantillons, d'un petit impacteur de 18 kg qui devait créer un cratère de 2 mètres pour faciliter la récolte d'échantillons. Cela avait déjà donné lieu à quelques études sur ces impacts qui s'avéraient plus puissants que prévu et qui sont assez loin, malheureusement, des prédictions et modèles standards. Il faut dire que simuler un impact sur un astéroïde est compliqué. Souvent, les différentes poussières, rochers et autres cailloux de toute taille y sont les uns contre les autres, sans vraie cohésion ou soudure, tout en étant en contact permanent. Les simulations se basant sur un aspect plus fluidique ou sableux sont à la fois ajoutées, ou du moins très peu fiables, et une façon moyennement bonne de les représenter. Alors, cette partie semble un peu ennuyeuse, je vous l'accorde, mais elle va annoncer un gros plot twist à la fin. Pour décrire ces filaments, il faut un environnement où de plus gros rochers bloquent les cailloux dans certaines directions lors de l'éjection, où les différents corps éjectés lors de l'impact rebondiront les uns contre les autres, perdant alors un peu de leur énergie et s'éloignant un peu moins vite les uns des autres, et ainsi de suite, le tout apparaissant dans des surfaces granuleuses. Progressivement, ce phénomène donnera naissance à ce type de filaments, qui en retombant donneront naissance à des rayons de cratères. Mais ces filaments restent, je préfère le dire directement, difficiles à comprendre. À l'heure actuelle, ce type de terrain complexe et particulier est encore très difficile à appréhender, et non, ce n'est pas le plot twist, c'était justement une partie du boulot de Dart pour nous aider à dévier un astéroïde, comprendre comment ceux-ci réagissent aux impacts, la nature du terrain et les impacts en eux-mêmes. En résumé, pour créer ces filaments, on se retrouve avec un environnement où beaucoup de petits corps, poussières et cailloux de quelques millimètres à plusieurs dizaines de centimètres, sont proches et interagissent ensemble, entrant en collision, se déviant et créant de petites structures. Maintenant, je vais vous demander, hors contexte d'un simple impact, que ce soit sur une lune, une planète ou un astéroïde, à votre avis, dans quelle autre situation peut-on se retrouver avec un environnement similaire en diversité de taille des corps et en densité de matériaux? Je vais vous laisser quelques secondes pour y réfléchir. Si vous avez pensé à la formation du système solaire, vous venez de gagner un ticket échangeable contre un bananier. Attention, les stocks sont néanmoins limités. Car en effet, entre les poussières microscopiques tournant autour d'une jeune étoile, que ce soit notre Soleil ou une autre d'ailleurs, et qui interagissent entre elles aussi grâce à la force électrostatique, et les protoplanètes, qui sont certes petites mais déjà bien formées, et où c'est la gravité qui prend le relais, il y a une zone d'ombre. On sait que la force électrostatique avait déjà probablement créé des zones plus denses dans le gaz et les poussières du jeune système solaire, mais comprendre ensuite comment les objets, devenant de plus en plus gros, ont donné naissance aux protoplanètes est crucial. Or, et même si les échelles de temps et de distance ainsi que les conditions générales changent malgré tout radicalement, ce genre d'impact peut aider à mieux comprendre ce genre d'interaction à des échelles où la gravité n'entre pas encore vraiment en jeu, à l'échelle des cailloux, et où la force électrostatique est trop faible. Alors bien sûr, je ne dis pas que cet impact est la clé miracle que l'on attendait, ou que nous ne comprenions rien avant. Je dis juste qu'il est un élément de plus, intéressant de par son échelle jamais atteinte dans de telles conditions, et qu'on ne peut que s'en réjouir. D'autant qu'il faut savoir que beaucoup d'astéroïdes sont radicalement différents de ce que l'on connaît. De par leur faible gravité, et surtout s'ils n'ont pas été formés via de petites collisions mais via une accrétion calme, les différents corps qui les composent n'ont quasiment pas de cohérence. Les collectes d'échantillons nous l'ont déjà montré, mais leur surface n'est pas toujours réellement dure ou stable, mais plutôt tendre et sans vraie cohésion, ce qui change aussi drastiquement la nature de l'impact.
Mais je crois qu'on reparlera de ce point dans un épisode futur. En résumé, ce type d'impact peut être une piste pour mieux comprendre la formation du système solaire, ou du moins des étapes dans lesquelles quelques zones d'ombre persistent. Sur ce, c'est ici que je vais vous quitter pour cet épisode. J'espère que vous l'aurez apprécié et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.